Bonsoir et bienvenue à tous. Nous sommes ici pour notre webinaire sur le changement du visage de notre contexte. Nous avons des interprètes ici. Donc, sur votre écran, vous avez un- une option d'interprétation. Donc, vous pouvez jouir de l'interprétation simultanée qui aura lieu durant cette présentation. Mon nom est Ellie Henry. Je suis chargé de projet pour la recherche par rapport à la violence familiale. Je vais partager mon écran maintenant et ensuite nous allons passer à la présentation. Eh bien, pour commencer, j'aimerais faire reconnaître le territoire. Nous sommes des territoires traditionnels de la communauté Wolastoqiyik, Malécite et Mi'kmaq, Passacodie, qui avaient eu des traités d'amitié. Certains d'entre vous avaient des personnes autochtones qui partagent le territoire où vous vivez. Nous voulons que vous puissiez réfléchir à l'endroit où vous tenez et avoir du respect pour cet endroit et la communauté qui la partage avec vous. Voici notre itinéraire pour ce soir. Nous allons faire une introduction rapide du projet et ensuite nous allons passer à nos panélistes qui vont partager pendant à peu près 1 heure et nous aurons la chance d'avoir une période de session-réponse. Donc, nous vous demandons d'inscrire vos questions dans le clavardage. Je vais les lire et permettre aux panélistes d'y répondre. Si vous avez participé à l'un de nos webinaires dans le passé, il s'agit du, de, d'un suivi par rapport aux procédures sur la loi familiale et la violence familiale. Nous avons des universités et et des centres qui sont ici dans plusieurs villes et qui sont en alliance pour permettre ce type de session d'information et de webinaire afin d'améliorer les résultats pour les survivants qui passent à travers le système de la loi. Nos présentateurs ce soir sont Shelley Hansel-Gray. Elle est praticienne en loi familiale. Elle est également enseignante à l'Université de Dalhousie. Et Dr. Helena Doody-Luther est directrice de l'accès à la justice et de l'Institut de l'accès à la justice et de la réforme de la loi. Et elles vont adresser ce que ça veut dire d'être un professionnel avec les nouvelles provisions sous la loi du divorce qui reconnaît les, la violence familiale. Bonjour, merci, vous pouvez bien m'entendre? Très bien. Alors, mon nom est Elena Luther. Malheureusement, j'ai des défis avec ma connexion. Alors, vous ne pourrez qu'entendre ma voix et voir cette photo statique de moi, mais je suis bien présente. Tel que mentionné par Ellie, nous allons parler de changer les obligations, de la modification des obligations professionnelles des avocats dans le contexte du droit de la famille et de la loi sur le divorce. Donc, nous allons d'abord faire un aperçu rapide des modifications à la loi sur le divorce. Nous allons parler de nouvelles obligations euh, et je vais pointer certaines affaires qui vont nous donner un indice par rapport à la portée de ces devoirs. Nous allons voir également la responsabilité professionnelle et nous allons en parler aujourd'hui. Et ensuite, je vais passer la parole à Shelley qui va parler de comment ces devoirs entrent en conflit avec les défis supplémentaires particuliers quand il s'agit de plaintes pour violence familiale et également comment les avocats peuvent concilier les conflits entre ces différents devoirs.
Alors maintenant, nous allons passer au-dessus des modifications récentes sur la loi sur le divorce. C'est vraiment présenté sous deux paniers, panier 1 et 2. Nous allons voir la résolution des conflits. Nous avons différentes tâches par rapport aux résolutions de conflits et des nouvelles terminologies également, telles que temps parental et la responsabilité décisionnelle. C'est plus neutre et moins gagnant-perdant que la terminologie par rapport à la garde. Donc, dans notre panier de violence familiale, on va voir les effets sur les enfants. On a une nouvelle définition de violence familiale et les facteurs qui déterminent l'impact de la violence familiale. Et nous allons voir également une liste des facteurs d'intérêt supérieur, incluant la considération primaire, ainsi que de nouvelles positions par rapport à la relocalisation. Donc, pour aller dans un peu plus de détails, certains, une des choses que nous voyons premièrement, c'est que nous avons une nouvelle définition de la violence familiale dans le, la loi sur le divorce. Donc, il semble qu'il y a deux parties. Nous avons une définition qui est d'un membre de famille et il y a une liste qui fait partie de cette définition. Donc, la violence familiale pourrait être considérée comme violence ou menaçante et on peut avoir un comportement de coercition par rapport au contrôle du comportement. Il peut avoir également un comportement qui fait craindre à un membre de la famille pour leur sécurité. Donc, tel que je l'ai dit, nous avons une liste qui inclut également l'abus sexuel et physique, mais également d'autres types de comportements, par exemple la violence psychologique, les menaces de tuer ou de blesser un animal, d'endommager des biens ou le fait de tuer ou de blesser un animal et d'endommager des biens. Je sais qu'on parle de responsabilité, mais cette euh, liste que vous avez du parcours, de la feuille de route par rapport à la violence familiale et ça adresse comment est-ce qu'un juge devrait interpréter ces termes. On a un cas ici où on regarde la législation provinciale et les provisions semblent être les mêmes pour le ONC. Donc, lorsqu'on détermine si la conduite constitue de la violence familiale, d'abord, est-ce que ça tombe dans cette liste qui a été énumérée ou bien est-ce que ça tombe sous cette grande définition? Est-ce qu'il y a un contrôle coercitif violent, menaçant ou est-ce qu'il y a des gens qui auront peur pour leur sécurité? Donc, une fois qu'un juge a déterminé que le comportement rentre dans la catégorie de la violence familiale, on doit considérer l'impact sur le sur la personne qui a utilisé la violence et également à quel point il est approprié de faire un ordre d'exiger la coopération entre les parties. Donc, cela m'amène au prochain amendement qui adresse de regarder ce qui concerne les facteurs liés à la violence familiale. La personne qui a utilisé la violence, est-ce qu'elle est en mesure de prendre soin d'un enfant? Est-ce que c'est approprié ou non de d'exiger la coopération? Dans ces cas, le juge demande est-ce qu'ils ont une idée par rapport à cela?
Est-ce qu'ils ont fait des étapes pour remédier la violence? Est-ce qu'ils reconnaissent le tort? Est-ce ils sont en consultation? Et quelle est la nature? Est-ce qu'il y a du comportement coercitif, comme on voit dans le matériel de Justice Canada et dans la jurisprudence? Donc ici, il y a un haut risque de violence. Il y a de la violence après la séparation et donc peut-être plus applicable dans notre contexte d'aujourd'hui est le deuxième panier qui est de la résolution de conflits. Donc on parle ici des responsabilités de la loi sur le divorce. Donc ici, on a les devoirs par rapport au juge. Nous savons bien sûr que la cour familiale est en silo par rapport à la justice criminelle ou civile et on veut aider à coordonner les procédures et s'assurer maintenant que les juges ont cette responsabilité à considérer. S'il y a autre chose qui est en attente et qui devrait être en effet. Donc, on veut s'assurer que les procédures sont prises en charge de la bonne façon. Et il y a aussi, la loi dit également que on peut revoir, on peut réviser l'information conformément à la loi provinciale. On voit qu'il y a de nouvelles questions qui ont été ajoutées à notre application initiale. Au lieu de demander à l'applicant, au demandeur s'il y a différentes procédures entre les parties ou est-ce qu'il y a d'autres procédures ou circonstances qui affectent le bien-être des enfants. Et en tant qu'avocat, bien sûr, c'est certain qu'on veut avoir des ordonnances et on veut être en mesure de communiquer avec la cour. Et on a eu de l'aide ici avec Shaline qui dit qu'on ne peut faire cela à moins d'avoir reçu la permission. Alors, lorsqu'on parle de certaines affaires par rapport à l'interprétation des, des- de la portée par rapport au travail des avocats, j'aimerais faire la note qu'il y a le cas euh, Sassoon où il manquait de preuves documentées par rapport euh, aux ordonnances de non-contact notamment. Donc, en respectant chacun des parties, nous voyons des nouvelles responsabilités, des nouveaux devoirs qui sont en ligne avec les responsabilités des avocats également. Donc, on doit penser au meilleur avantage de l'enfant et protéger l'enfant et résoudre à travers la gestion des conflits et pour permettre cela, offrir des informations qui sont à jour et aussi chaque partie doit assigner une déclaration qu'ils disent être au courant des devoirs trouvés sur le formulaire du tribunal d'origine. Donc, ici, on voit la responsabilité des avocats. On voit ici à 7.7.2 que les avocats ont la responsabilité d'informer leurs clients par rapport à ce qui peut être fait. C'est toujours dans ce contexte de la culture, de l'appréciation de la justice familiale. Et donc, ici, il faut que ce soit dans le meilleur intérêt de l'enfant. Donc, ici, cette partie par rapport aux disputes familiales arrive ici dans un nouveau contexte quand on regarde l'exception. Et ici, on dit que l'avocat a la responsabilité d'informer, sauf si les circonstances de l'affaire sont de nature telle qu'elle ne serait pas appropriée de le faire.
Donc, quelle question vient? Donc, à quel moment est-ce que c'est clairement pas approprié d'entrer dans un contexte de résolution, de négociation? Donc, premièrement, nous savons que les circonstances initiales, là où ce ne serait pas approprié, ce serait le cas où il y a de la violence familiale et la Cour suprême du Canada nous a donné des directives par rapport à comment est-ce qu'on va interpréter les amendements pour la violence familiale. Et on voit beaucoup d'emphase qui est mise sur le fait que la violence familiale est un facteur important qui impacte le bien-être de l'enfant. Donc, en ce sens, on a vraiment recherché les mythes qu'on trouve dans le droit de la famille. Donc ici, est-ce que ça impacte les enfants, s'il manque des preuves, si jamais il y a de la violence qui serait suggérée? Donc ici, en rétrospective, on voit même la preuve d'un seul incident peut soulever des problèmes de sécurité pour la victime. Il peut demander un contact restreint ou un soutien limité. Ici, il n'y a pas de présomption de partage au Canada. Nous voyons également qu'il y a le cas Colucci où il y a cette culture de négociation. Les parents sont encouragés de résoudre même leurs différends en dehors de la structure judiciaire. Et les règles juridiques doivent être claires et ça doit être clair que cela ne peut pas être fait s'il y a de la violence familiale ou s'il y a un jeu de pouvoir qui est vraiment signifiant. Dans un cas très récent, de Bouvier, nous voyons la Cour suprême du Canada qui dit, dans le cas de la médiation des familles, on pourrait voir qu'il y a des médiateurs qui compensent ce déséquilibre de pouvoir. Donc ici, on veut restructurer les familles et on peut les aider à naviguer à travers le- leur transition. Et c'est à l'intérêt des familles. On voit que les médiations familiales, on peut ça peut compenser par rapport au déséquilibre de pouvoir et on peut avoir des résultats qui sont donc équitables. Alors, quelle est cette limite par rapport à- au conseil des avocats? Eh bien, il faut penser, est-ce que quand on pense à la terminologie de Colucci, c'était l'équilibre familial ou l'équilibre des pouvoirs, mais dans Bouvier, nous disons attention, la médiation qui est bien faite peut aussi compenser pour certains de ces déséquilibres de pouvoir. D'accord. Alors, à quoi est-ce que ça ressemble sur le terrain? J'ai trouvé un cas à l'extérieur en Nouvelle-Écosse, qui est Penel contre Larkin. C'était un cas qui a été considéré, il y avait de la violence familiale, mais il y a eu également la responsabilité des avocats de travailler pour la résolution de conflits. Il y a eu 5 incidences d'agression physique dans le cadre de la relation, une qui est arrivée après la séparation et qui a entraîné des accusations criminelles. Donc, dans ce cas, l'avocat du père a dit que ce n'est pas, ce n'était pas pro- euh, une- ce n'était pas, c'était pas une tendance. Et donc, il n'y a pas eu un seul incident où donc ça n'a pas besoin d'être pervasif. Il, il y a une considération critique dans l'analyse de l'intérêt supérieur. Donc, i- même si ce n'est pas omniprésent, pour plusieurs raisons.
en refusant la requête, il dit spécialement à la lumière de la culpabilité du donc qu'il y a ici la place pour abus et intimidation. Ah, mais en même temps, il dit dans ce cas, il a encouragé les 2 parties à avoir une résolution de conflit, même si qu'il y a des inquiétudes par rapport aux abus et il y a un arrangement parental 50-50. On revoit le juge dans Bouvier qui dit qu'il y a une culture dans la famille, le droit de la famille et que ici, il doit y avoir une entente. Donc, il y a 2 avocats dans cette affaire et puis un qui a rejoint 3 semaines avant que l'affaire soit lancée et il peut compenser pour n'importe quel type de déséquilibre à cause de la culture du droit familial. En Nouvelle-Écosse, nous n'avons pas de, de médiation obligatoire. Donc, on peut se demander quelle est la portée du travail d'un avocat dans une juridiction où il est obligatoire d'avoir la médiation. Donc, on a un exemple ici de Anna Quad contre McLean. Ici, on demandait d'avoir une exemption de médiation obligatoire. Les faits étaient qu'il y a eu une dispute où il a cassé, le papa a cassé la télévision de 50 pouces. Il a déposé au procès qu'il a plaidé coupable de méfaits pour avoir fait et ça fait partie de la définition de la violence, qui est ici dommage à la propriété, mais la mère aussi était accusée d'avoir agressé le père. Et de façon intéressante, ici, le père a gardé les enfants pendant 1 mois. Il y a des indications que CBS était au courant et il les a gardés pendant 1 mois de leur mère et sans faire savoir à la mère qu'il les avait, il les a inscrits à l'école. Donc, clairement, une situation très spéciale. Euh, Qu'est-ce que j'ai mentionné dans ce cas? Ici, on a une documentation des charges et le juge a bien mentionné ceci plusieurs fois. Donc, nous allons à la prochaine diapositive. Le résultat était ici dans l'article 7.7, cette obligation ne doit pas être prise à la légère et ou sous licence par les avocats. Donc, si l'une ou l'autre des parties a été lésée par la violence suffisante pour créer un déséquilibre de pouvoir. Donc, dans ce cas, le juge n'était pas satisfait de la preuve et il ne dirait pas qu'il y avait des antécédents de violence interpersonnelle. Donc, en Saskatchewan, c'est un cas qu'on voit par rapport à l'exemption. Je ne sais pas si quelqu'un regarde ceci pour le Saskatchewan. Ici, ce n'est pas une histoire, un historique de violence interpersonnelle, mais il s'agit d'un événement. Donc, il peut y avoir des inquiétudes par rapport à la sécurité. Donc, c'est une distinction importante ici. Donc, peut-être que si on faisait une lecture plus petite de la violence familiale, une interprétation plus étroite de de l'impact de la violence familiale dans ce déséquilibre pourrait démentir une histoire de violence interpersonnelle. Donc ici, on est à Saskatchewan également, et ici, il faut avoir une interprétation plus large de la violence familiale et si une famille devrait être exemptée de médiation obligatoire. Dans ce cas ici, le juge croit que la famille doit être exemptée. Donc, les faits étaient que le père avait été en colère et agressif et blâmant par rapport à son concert. Cependant, les allégations étaient contre le père et non contre la mère.
Et donc, le père faisait face à des accusations d'agression contre son partenaire actuel et il avait brisé sa voiture. Il avait également fait des menaces d'utiliser une arme à feu contre des opérateurs municipaux. Donc, dans ce cas, l'interprétation et le risque de ce type de violence familiale. Donc ici, il dit, il n'est pas exagéré de s'inquiéter de ce qui s'adresse à la SLL si l'on n'est pas prudent. On pourrait croire que ça aurait pu être dirigé vers la mer si on ne fait pas attention. Si on va à la prochaine diapositive, on verra ici que le juge a dit qu'on ne va pas facilement accepter des, d'être exonéré en matière de médiation familiale, mais dans ce cas, on pourrait offrir une protection adéquate ici pour les parties dans un contexte euh, de médiation familiale. Ici, il y a un niveau de violence qui est en évidence au lieu d'être simplement suspecte. Donc, mettons l'accent sur euh, des allégations adéquates. Donc, ici, ça me donne un indice et je vais juste terminer ici avant de parler rapidement. J'aimerais dire que je sais que c'est une déclaration de Justice Chapelle. Donc, les tribunaux doivent interpréter les dispositions relatives à la violence familiale d'une manière large et théologique et téléologique afin de maximiser la portée protectrice plutôt des dispositions pour les enfants et les membres de famille qui sont confrontés à la violence familiale. Donc, peut-être que cette portée protectrice pourrait être aussi appliquée dans une situation où, vous savez, un avocat doit encourager un membre de famille à entrer en euh, conciliation familiale. Donc, ici, il y a un niveau où c'est clairement inapproprié pour un avocat de faire cela. Donc, ici, c'était par rapport euh, à la loi sur le divorce et les responsabilités par rapport aux avocats. Et juste avant de passer le micro à Shelley, et j'aimerais que on va regarder différentes devoirs en vertu du code modèle de déontologie professionnelle. J'aimerais passer au travers de ces responsabilités. Donc, comme vous le savez, on a un code de déontologie pour la Fédération des ordres professionnels des juristes et qui sont standardisés. Il y a que les règles provinciales et territoriales qui sont normalisées au niveau fédéral à la Fédération des ordres professionnels et de juristes. Donc, nous voyons ici que un avocat la règle 3.1-2 dit qu'un avocat doit exécuter tout le service juridique entrepris pour le compte d'un client selon les normes d'un avocat compétent. Identifier les options et après les instructions, poursuivre le résultat que le client recherche. Donc, nous cherchons au devoir de la loyauté. Et maintenant, dans la prochaine diapositive, on voit qu'il y a des devoirs dans le code moral pour pas avoir de compromis. Donc, donc ça, c'est vraiment un exemple de, de devoir pour maintenir l'administration de la justice. Et ici, nous voyons qu'il y a des commentaires. Un avocat devrait considérer en utilisant une alternative de résolution de dispute quand c'est approprié pour informer le client des options si c'est instruit comme cela. Donc, lorsque nous voyons au rôle de l'avocat,
sur le modèle de code. Donc, ça met une emphase énorme sur l'avocat en termes de défendeur pour maintenir les principes de justice. Et ici, on voit les commentaires du rôle des avocats en termes de procédures contradictoires et que le client doit apporter de l'avant de manière accrue les arguments pour bien maintenir les interactions. Donc maintenant, ça va agir en tant que euh, quelqu'un qui va prendre place. Donc, ils ne peuvent pas mettre en place des procédures qui sont mises en place par des malices, des mauvaises intentions, mais euh, qui font partie du client ou qui sont apportées seulement par but de blesser une autre partie. Maintenant, pour la prochaine diapositive. Donc, sous les devoirs de loyauté, pour maintenir la confidentialité du client concernant les affaires et du client, comme nous allons le voir dans la prochaine diapositive. Et ici, nous voyons que c'est les blessures futures. Et ici, il y a une grande limite où il pourrait avoir une blessure accrue qui démontre nécessité de prévenir la mort ou une blessure grave. Et ils ont parlé des situations quand même assez spécifiques pendant des différents codes, mais pour le reste d'entre nous, nous avons ce grand niveau de d'acceptance pour ces différents points. Nous allons pour la prochaine diapositive. Donc, pour l'intérêt de l'enfant, nous avons plusieurs choses pour la résolution des conflits, et nous. Donc, quel est le modèle? Quel est le code modèle? Qu'est-ce que ça dit exactement concernant le meilleur intérêt de l'enfant? Quand nous agissons en tant que défendants, ils doivent agir dans les limites de la loi, tout en traitant le tribunal et la cour avec justice et courtoisie et respect. Et en tant que conseiller qui va, qui pourrait avoir un effet sur la santé, le bien et la sécurité de l'enfant, un avocat devrait conseiller le client de prendre en considération les différents points. Donc, maintenant, on va le passer à Charlie et qui font des arguments un peu moins intéressants. Et qu'est-ce qui va se passer avec Paramount C pour l'intérêt supérieur de l'enfant? Merci Alana et merci aussi de me demander de me joindre à vous cet après-midi et j'ai hâte de pouvoir partager durant cette discussion avec vous aujourd'hui. Je vais essayer de partager mon écran et si je pourrais avoir un pouce vers le haut de la part de quelqu'un et si vous êtes pas, si vous êtes en mesure de le voir, je vais continuer à avancer de l'avant avec cela maintenant. Oui, c'est bien, c'est parfait, on le voit parfaitement. Donc pour la deuxième partie, ce que nous sommes en train de regarder, c'est le rôle euh, de l'avocat, exactement. Alana m'a introduit la deuxième partie, mais ici, on va essayer d'avancer de l'avant. Donc, en tant qu'avocat, j'ai pratiqué à peu près plus de 25 ans et presque 15 ans dans le secteur privé. Et mon expérience dans la protection des enfants et de leurs droits, j'ai passé beaucoup de temps là-dedans. Et maintenant, ça nous amène à aujourd'hui. Je suis en train de parler de la pratique euh, au cours de cette présentation. Et si nous regardons à la mise en scène du,
du projet de loi sur le divorce, nous sommes en train de nous concentrer sur la loi sur le divorce en ce moment. Et quand nous pensons aux aspects plus complexes, sur les disputes de famille, nous priorisons le travail en commun et c'est focusé sur la famille. Et il y a un prérequis de discuter le sujet de la violence dans la famille. Et ici, nous voyons l'aspect intéressant que il y a une fissure, qu'est-ce qu'on peut faire? Il est possible qu'il y ait des coups. Et dans le code modèle, comme toute autre profession, comme docteur et travailleur social et les psychologues, donc quand nous signons le code modèle, il y a une priorisation la défense qui est focusée sur les clients, euh, pas de considération de ou la direction de l'évaluation et la limitation des... Après, bien compris. Donc, les avocats des droits familiaux font face à différentes difficultés et leur but, c'est de se concentrer sur les individus qui est notre client et nous devons considérer la famille. Et aussi, avec la loi sur le divorce, nous devons aussi parler sur l'évaluation et la considération de l'impact de la violence familiale et ce qui pourrait en découler. Et nous devons aussi en même temps suivre les devoirs de la loi du divorce et le code moral. Donc, avec ces différents enjeux, qu'est-ce qu'un avocat de la violence familiale devrait faire? Donc, comment la, la violence familiale influence la loi, les cas de loi de la famille. Et à cause de notre code de modèle, on veut savoir quelle est l'instruction de nos clients parce que les avocats ne font pas ce que nous pensons être bon. Nous sommes là pour agir euh, en faveur de nos clients. Le client est le parent, en fait. Et il y a des cas exceptionnels où l'avocat peut représenter un enfant, mais nous ne parlons pas de cela aujourd'hui. Donc, premièrement, nous allons regarder en tant qu'avocat, c'est de considérer si la violence familiale est une inquiétude. Beaucoup d'avocats ne sont pas très familiers à l'évaluation des violences familiales et ils deviennent de plus en plus confortables d'avoir des conversations avec leurs clients concernant les violences familiales. Et je pense que la majorité d'entre vous, si vous n'êtes pas familier à cela, de faire des recherches sur ce qui a été produit par le département de la violence familiale. Ils sont là pour déterminer les différentes statistiques sur les violences familiales. C'est les cas et c'est un manuel très favorable pour les avocats pour en apprendre plus. Une autre approche qui est quand même assez importante, c'est euh, un- une approche informée sur le trauma. Et c'est l'accent d'approcher, de parler avec les survivants concernant leur expérience. Et très souvent, ils partagent leur expérience et nous comprenons mieux. Et beaucoup d'entre nous ont entendu les, des, évida- des évidences assez concrètes et ayant travaillé avec plusieurs années avec ce client sur ce que nous avons reçu en termes de point de vue d'approche sur le traumatisme. Troisièmement, quel est le contexte de la violence? Est-ce que c'est une violence qui est plus sévère venant d'une position de pouvoir ou est-ce que c'est aussi quelque chose qui est plus agrégé et qui est plus amplifié en termes de séparation? Et est-ce que c'est quelque chose que l'avocat devrait s'inquiéter un peu plus à ce sujet-là? Et est-ce que c'est quelque chose qui était un événement singulier et pas répété? Le prochain point, lorsque nous avons évalué la violence familiale, de regarder aux différents processus de résolution de conflits familiales qui sont disponibles. La négociation est celui le plus populaire que les avocats utilisent, travaillant avec d'autres avocats.
Et maintenant, nous travaillons de plus en plus avec des parties qui se représentent eux-mêmes et c'est possible pour un avocat de travailler avec une partie qui se représente lui-même pour avoir un accord avec le client et l'autre partie sur lequel tout le monde sera en accord. Et nous recommandons de chercher des- du conseil légal personnel et privé. S'il y a de la violence familiale, la médiation est dirigée par quelqu'un qui est neutre et peut inclure des avocats ou juste les parties eux-mêmes. Et les différences à travers le Canada, il y en a quelques-uns à travers le Canada, comme par exemple à Nova Scotia, il y en a qui auront des points et d'autres non. Additionnellement, pour être en mesure de résoudre ces problèmes-là, on se demande qui évalue la violence familiale à la cour, qui est responsable de modérer les différences de pouvoir et où la dynamique pourrait être agrégée pour être en mesure d'avoir une résolution de conflit favorable. Et des fois, ce n'est pas vraiment quelque chose, un- une manière préférée pour le client ou l'enfant. Et à la fin, il y a euh, des apparitions à la cour. Et si quelqu'un veut faire un procès, il y a des manières de le faire. Et si quelqu'un veut participer à un procès et préfère mettre leur intérêt à l'avant de l'enfant, ça peut être problématique. Prochainement, le rôle de l'avocat, c'est de prendre l'instruction du client. Le client, les avocats doivent s'assurer de voir s'il y a la violence familiale. Le client doit être informé de leurs droits légaux. Les avocats doivent suivre ce que le client souhaite. Et des fois, les clients peuvent expérimenter la violence familiale et ne veulent pas le partager hors du bureau après l'avoir discuté avec vous. Et c'est à vous de suivre, faire un suivi avec le client, de suivre leurs instructions, parce que c'est votre devoir de faire ça sur la loi du divorce. Et dernièrement, qu'est-ce que votre, comment se, comment se présente la situation de votre client concernant le code? Pour être en mesure d'assurer l'intérêt du client et s'assurer que c'était bien protégé et pour les différentes expériences de violence familiale, il y a d'autres expériences qui sont un peu plus modérées et qui ont un peu plus de succès. C'est qu'en faisant cela, il n'aura pas de complications, que ce soit de colère ou de litige. Comment on peut approcher cela, en fait, c'est de regarder à qu'est-ce que mon client est en train de me dire et qu'est-ce que mon client veut que je fasse. Et je dois toujours me rappeler que je suis l'avocat du client et je dois suivre leurs instructions. Mais le point clé, c'est de m'assurer que c'est en alignement avec euh, le code modèle et aussi la loi sur le divorce. Et maintenant, nous allons parler rapidement les droits des enfants. De plus en plus, nous sommes en train de reconnaître que les enfants ont participé des droits de participation. Les droits de la famille incluent la, la loi du divorce. Donc, les parents ne peuvent plus être médiateurs ou ou les juges ou même autres ne peuvent pas assumer ou apprécier le point de vue des enfants seulement basé sur les preuves que les parents ont apportées. Et nous devons prendre en considération, si possible, d'obtenir le point de vue de l'enfant et la préférence de l'enfant euh, de la part d'un professionnel, si possible, pour être en mesure de considérer ce qu'il ressent à propos de la situation. Et je pense que le dicton, c'est éviter, l'évi- éviter n'est pas vraiment un choix.
En tant qu'avocat, je suis quand même assez direct concernant mon rôle avec le client. Dès le départ, je leur en fais part et je le dis quand même clairement que je suis un avocat qui considère aussi l'impact de leur instruction sur leur enfant et je vais les rappeler justement de l'impact de leur instruction sur leur enfant à travers euh, le dossier. Et très souvent, nous sommes là pour défendre les enfants. Je travaille avec eux dans mon bureau et c'est important pour eux d'avoir un avocat qui va peut-être avoir un point de vue différent. Et je dois dire aux clients très souvent, ils acceptent ma position quand je suis très direct dès le départ avec eux. Et nous ne pouvons pas vraiment discuter de travail avec les clients dans les cas de euh, lois familiaux. Et ça, c'est sur la législation de la protection des enfants. À Nova Scotia, nous avons une exemption des lois qui peuvent obtenir, pour les avocats qui peuvent obtenir l'information. Je ne suis pas obligé de rapporter tout cela au département de services communautaires. Et je comprends que dans d'autres provinces, ce n'est pas aussi clair qu'ici, mais avec les provinces dans lesquelles vous êtes en train de travailler, vous devrez assurer que votre rôle est assez clair et direct. Et maintenant, retournons au conflit euh, des priorités éthiques et ce qui nous a été présenté précédemment. Et où les priorités sont conflictuelles, c'est dans le code modèle sur la défense. C'est qu'en ce moment, nous sommes en train d'expérimenter un changement dans les lois familiaux pour les différents avocats. Et les avocats sont quand même assez inquiets de l'expérience de leurs clients à travers ce processus et comment ça peut les affecter. Et quand les gens ont expérimenté la violence familiale, ça peut être différent aussi. Mais le CBA et d'autres sections différentes ont présenté une proposition d'un nouveau point de vue sur la loi du divorce et des modifications sur le code de conduite. Et je vous encouragerais à peut-être revoir et supporter le CBA dans leurs efforts pour avoir ces points plus clairs. Et l'impact que ça a sur les enfants est aussi dirigé sur les devoirs euh, sous la loi du divorce. Il y a des sociétés qui offrent des points directifs. Il y a d'autres provinces qui n'ont pas de points directifs qui sont clairs. La Cour suprême du Canada a aussi des attentes pour les avocats euh, des lois de la famille. Et je veux juste mettre en valeur le rôle des avocats de la défense familiale. Pour le code modèle du Québec qui parle des devoirs, des formations et des médiateurs de famille, qui sont des avocats de famille, qui doivent maintenir une balance et une égalité durant la négociation et de ne pas tolérer quelconque intimidation de l'époux ou de parents. Et nous devons dire qu'en tant euh, qu'avocat aussi, c'est quand même assez difficile pour moi. Je ne suis pas une médiatrice, je représente une partie et en représentant une partie, nous sommes en mesure de participer à Nova Scotia parce que c'est priorisé. Mais je dois dire qu'en représentant les clients dans la médiation ou un accord, c'est quand même difficile de n'importe quelle manipulation ou intimidation qui peuvent se passer. C'est difficile de gérer tout cela.
Mais je pense que la pensée derrière cette direction, c'est pas seulement la Cour suprême qui suggère ça, mais c'est aussi sur les différentes littératures et les formations. Mais je pense que la présomption, c'est que ceux qui expérimentent la violence familiale, c'est très souvent deux individus. Ce n'est pas nécessaire qu'on a une troisième personne qui va nous aider en tant que personne neutre ou juge pour nous aider à guider cette résolution de conflit, mais de regarder aux gens qui ont expérimenté des violences familiales en termes de victimes, qu'ils seront en mesure d'atteindre un accord équitable. Et c'est présomptueux de pouvoir faire cela. En tant qu'avocat, lorsque je suis responsable ou instruit, ou dit ou qu'on me dit de travailler avec un autre avocat pour résoudre un cas quand même complexe où il y a la violence familiale, je ne me sens pas vraiment, des fois, je ne sens pas que j'ai le pouvoir spécial de faire un un accord, juste et équitable. Et ils arrivent très souvent avec la persuasion à la place de compromis. Et je me demande des fois et je me sens un peu, hem, mitigé et je me demande si je suis en train de faire la bonne chose en ce qui concerne mon client. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites pour l'expérience des participants sur la résolution de conflits et un que j'aurais aimé recommander, c'est la consultation de gouvernementale qui est quand même assez récent, depuis 2020 et il est en ligne. Le rapport qui a qui raconte qu'il y avait qu'ils avaient interviewé plusieurs familles et ce qui avait été découvert, c'est que beaucoup des participants ne pouvaient pas se permettre de se payer de la litige et ils devaient accepter ce qui était offert à ce moment-là et je vais utiliser le mot, de la défense quand même, sans peur, en fait. Donc, combien d'avocats sont en mesure de résoudre des conflits? Dans le cas en soi, en Ontario, il y avait un dilemme qui était quand même, montré directement et elle disait que beaucoup d'avocats qui sont, dédiés à la cause, défendent sans peur pour leurs clients et ils aboutissent à porter leurs conflits à des niveaux surélevés et très souvent, ils sont en mesure d'avoir un accord sur lequel ils sont tous en accord. Mais il y a des cas qui sont quand même assez rares, qui nous causent à avoir nos propres difficultés pour représenter nos clients ou les gens qu'on est en de servir. Et le rôle d'un avocat dans les cas familiaux est quand même assez compliqué. Ce rôle implique un rôle de balancer les différents devoirs en vertu des clients. Et l'administration de la justice est encore euh, aussi pour l'enfant devant la cour. Et ces avocats réalisent que leur rôle est de défendre et très souvent, c'est, d'avoir un conseil rationnel qui ne va pas enflammer, compliquer les choses. Et comme, résumé dans ces diapositives que le travail heu, un avocat spécialisé en droit de la famille, c'est qu'on a un devoir élevé de défendre les cas de violence familiale et seulement si nous sommes instruits et dirigés par nos, clients. Et très souvent, ils se sont sentis qu'ils n'ont pas pu être entendus durant plusieurs années. Ce n'est pas notre rôle en tant que d'avocat d'enlever ces difficultés-là, de leurs mains, mais vraiment d'être là pour eux. Et en considération de l'impact et de l'instruction sur l'enfant, et est-ce que votre client a le choix, en fait? Et très souvent, les clients n'ont pas vraiment le choix. Ils ont besoin que, le dossier soit abouti
et très souvent ne sont pas en mesure de gérer de manière émotionnelle le qu'est-ce qui pourrait arriver au cours des plusieurs mois ou même des fois une année. Là, je vais vous montrer des exemples de cas spécifiques de devoirs et des cas, différents cas. Ici, Jane et John sont mariés et ils se sont séparés. Elle est la personne primaire qui s'occupe de l'enfant, qui sont 2 enfants en bas de 10 ans et même lorsque Jane avait demandé des supports financiers, durant 6 mois, aucun d'entre eux n'est arrivé. Après cela, elle essaie de ne pas aller en cours et Jane a fait un offre pour avoir des finances et pour être en mesure de prendre le contrôle sur ses finances et la réponse était que: «Je vais vous demander de considérer où ça se situe dans votre, devoir, dans le loi du divorce et bien entendu, il y a des devoirs en tant qu'avocat et j'aimerais aussi vous demander de considérer le rôle de John, l'avocat de John et comment était son comportement en termes de défense, de John et comment ils ont approché Jane et quelle était l'interaction? Et voilà ce qui s'est passé en fait. C'est que l'avocat de John a écrit une lettre et comme mentionné précédemment, John a transféré, des transferts dans le compte conjoint et c'était positif de à peu près presque 3 000 $ et 200 $ de support pour les enfants, 200 $ pour les cours de musique pour l'enfant et là, on avait les moins, un demi des prêts étudiants, un demi des lignes de crédit avec intérêt, un demi des comptes, Spotify et l'assurance automobile de Jane de 9 et 19 $ et cette valeur sera payée en son entièreté et déduite du support de ma cliente Jane qu'elle recevra. Et ça avait été identifié et John avait été placé pour les paiements en support avec un nouveau mot de passe qui était fourni, heu et ses mensualités pour son appartement en sortent de ce compte-là et Jane a pu partager, son les comptes. Si on regarde notre rôle ici, c'est là où est-ce qu'on touche le terrain. Je vous demande de réfléchir à cela et peut-être quand on sera dans la période des questions, vous aurez peut-être des pensées à partager par rapport au rôle conflictuel et l'impact sur les enfants. Le prochain exemple ici, n'a rien à voir avec les finances, mais plutôt, le d'être un parent. Donc ici, on devait inscrire une lettre qui indiquait la position du parent dans le contexte, du plan de garde. Donc ici, il y a la relation a commencé, très peu de temps avant, l'arrivée de l'enfant et puis ils ont eu, leur 1er enfant et puis il y a quelques années plus tard, ils ont eu un autre enfant et puis le père a été décrit comme un workaholic et puis donc dans le contexte de la COVID, les enfants et la femme ont déménagé chez les parents de la femme et le papa est resté à l'appartement et donc maman cherchait des soins, donc elle demandait qu'il y ait, que les enfants voient leurs enfants pendant une fin de semaine sur 2 et il y a eu des conversations avec le propriétaire et
la propriétaire prend soin des enfants pour les amener à la clinique et critique la maman durant la présence des enfants. Et donc, on aimerait que empêcher empêcher de garder les enfants lorsque le papa n'est pas disponible. Et, et donc, ici, je vous demande de réfléchir à ce cas également. Finalement, le CBA a proposé des changements à la Fédération des sociétés juristes. Donc, ici, on parle d'un rôle qui soit non adversarial. Donc, ici, il y a l'avocat. Il y a eu d'autres suggestions d'amendement, notamment une exigence obligatoire que les avocats aient de l'éducation par rapport à la violence familiale et comment encourager les clients à considérer l'impact de la gestion juridique de leur situation sur les enfants. Lorsqu'on fait une présentation, c'est que c'est un droit humain de vivre libre de violence familiale. Si vous avez une référence de violence familiale et votre droit d'en être libre en tant qu'un droit euh, humain, je vous invite à le dire. Le plus vous le dites, le plus les gens penseront que c'est vrai et on pourra avancer pour combattre la violence familiale. Ici, c'est la présentation de ce soir et je vous rends la parole, Ellie. Merci beaucoup. C'était très informatif. J'espère que il y a des participants qui ont quelques questions. Il en a eu quand même deux dans la section questions-réponses auxquelles j'ai pu répondre. Il y avait des questions par rapport aux prévisions dans le contexte du divorce en pensant à l'intérêt des enfants. Est-ce qu'on a euh, des meilleurs liens entre la justice, la cour judiciaire et la cour familiale? J'ai répondu que non et j'aimerais vous entendre à ce sujet. Je suis d'accord avec vous, Ellie. Malheureusement, comme notre système est en silo, en Nouvelle-Écosse, par exemple, les clients sont instruits lorsqu'ils remplissent une application d'attacher toute ordonnance. Et le problème est que si vous êtes représenté vous-même, vous ne savez peut-être pas que vous pouvez aller à l'endroit où la personne a été condamnée et obtenir de l'information par rapport à l'individu. La plupart des personnes ne savent pas que c'est possible et pensent que c'est de l'information confidentielle et je peux appeler une, euh, une cour et puis et on pourra m'envoyer un courriel avec l'information. Donc, malheureusement, je ne peux pas parler avec d'autres provinces. Donc, il y a des sessions d'éducation qui disaient que ce n'est pas le rôle de la cour d'instruire les parties. Donc, c'est la responsabilité des avocats et d'emmener ces obligations au juge et puis d'instruire les travailleurs que lorsqu'ils reçoivent une application et qu'elle est identifiée qu'il y a un cas, qu'ils peuvent trouver cette information pour la personne dans le contexte de la procédure de triage de la cour. Nous n'y sommes pas encore, mais idéalement, nous nous y rendrons. L'autre chose qui souvent est une inquiétude, c'est les délais. Des fois, on a un dossier et un dossier qui est criminel qui est des mois plus tard. Donc, comment est-ce que ces deux fonctionnent, coexistent? C'est un défi que nous voyons dans le contexte de la cour familiale. Nous avons un langage standard qui semble changer entre les cours et donc nous pouvons nous attendre lorsqu'on a une copie des conditions de libération. C'est souvent pas ce qu'on attendait, donc il faut travailler mieux ensemble à l'interne dans les services de la cour. Très bien, l'autre question qui était amenée était s'il y avait de la formation qui était offerte pour les avocats
du droit de la famille. Oui, ce n'est pas obligatoire, surtout pas au Nouveau-Brunswick, mais il y a un podcast qui est disponible pour les avocats et le travail que nous faisons dans ce projet est aussi dans le but d'informer les avocats pour savoir comment est-ce que la loi du divorce influence les avocats et les parties qu'ils défendent. Donc, maintenant, c'est à la discrétion de l'avocat pour ce qui est de l'éducation. Les avocats eux-mêmes vivent des traumatismes. Il y a de la colère contre nos clients et et qui se dirige souvent vers nous parce que nous devenons le conduit parce que peut-être que les parties ne peuvent pas communiquer entre elles et donc les avocats doivent prendre soin d'eux et apprendre à se protéger lorsqu'ils sont sous attaque personnelle. Ils vont informer mieux les avocats par rapport aux mesures qu'ils peuvent prendre pour limiter l'abus et, et l'exposition à l'abus. Et c'est un autre domaine qu'il faut explorer davantage. Vous aviez amené certains scénarios et je me demandais, est-ce que un participant voudrait s'engager par rapport à cela? Il y en a un qui était par rapport à l'exemple de John et Jane, qui, et pour faire un sommaire, il payait le support des enfants, mais choisit de faire sa façon de faire à sa façon la façon dont il répondrait aux dettes. Est-ce que quelqu'un voudrait partager, répondre, réagir par rapport à ce scénario pendant que nous attendons? Je ne sais pas si quelqu'un écrit ou pas. Donc, la première chose qui me vient à l'esprit est que je n'ai jamais rencontré cela parce que au Nouveau-Brunswick, je ne devrais pas dire jamais, mais par rapport heu, au support pour les enfants et la pension alimentaire, l'argent serait donné à la maman pour gérer les dépenses. Donc, ce contexte ne passerait pas ici en Nouvelle-Écosse, mais une partie de ce scénario était que, heu, il y avait inaudible. Donc je m'associe comme ma pensée et je suis curieux de savoir si quelqu'un d'autre a une idée à partager par rapport à cela. Peut-être que pendant que nous attendons, c'est le défi ici avec le téléchargement des responsabilités pour, pour gérer les cas, en tant qu'avocat. Nous n'avons pas de pouvoir spécial pour dire aux avocats, on pourrait dire, heu: «Mon client n'acceptera seulement ceci», mais si le parent n'est pas en mesure de le faire à moins d'avoir les obligations du juge. Donc je peux en tant qu'avocat, je n'ai pas ce pouvoir et donc c'est le défi ici. Lorsqu'on a comme attente que tous les parents, suivent la loi. Il y a plusieurs parents, la plupart des parents vont faire ce que la loi leur demande. Mais nous avons cette section et c'est pourquoi nous devons reconnaître, les devoirs qui se tiennent sous la loi du divorce, mais il faut aussi reconnaître quels sont les droits de nos clients et le droit des enfants. Et alors que nous nous engageons dans les procédures judiciaires. Donc, dans ma pratique, avec, par rapport à la femme, le droit et la violence familiale, je ne peux rien faire. Donc, je dépends de la cour dans ce cas-ci. Je pense que votre deuxième scénario adressait le couple qui se déplace pour vivre chez la maman et elle qui a des préoccupations par rapport euh, à la fessée. Une des choses
qui arrive souvent, c'est les limitations par rapport à ce qu'une cour peut adresser. Ce n'est pas automatique ce que tout sera que la tour, on peut adresser un minimum. Le parent qui a l'enfant pendant la fin de semaine fait des règles pour ses décisions. Donc, la maman peut amener des inquiétudes, le juge peut adresser des inquiétudes oralement, mais il n'y a pas de façon de, de déterminer ce qui arrive lorsque l'enfant est sous la garde de ce parent. Vraiment, s'il est intoxiqué en tout temps ou qu'il y a une tendance vraiment claire qui pourrait mettre l'enfant en danger. Donc ici, le seuil est mis sur le seuil par rapport à ce qu'est un bon parent n'est pas le même pour tout le monde. Donc, les cours ne font pas de microgestion de ce qui se passe derrière les lettres, à moins que ça arrive à ce certain seuil. Donc, j'aimerais avoir votre avis sur ce scénario parce que ça m'instruit que la maman peut avoir peut-être la meilleure option qu'elle pourrait dans le contexte judiciaire. La cour peut choisir de ne pas vouloir s'inscrire dans cette discussion parce qu'on parle dans des choix parentaux qui sont qui sont en micro-gestion. Mais en même temps, il semble on pourrait avoir une critique et qui peut être considérée par le juge de la part de la mère. Donc, ici, nous mettons de l'avant des questions de violence familiale qui sont appropriées. Je pense que c'est un bon exemple pour dire qu'est-ce qui pourrait être sur la ligne par rapport et certaines personnes peuvent trouver que c'est bien et, et d'autres personnes disent que c'est l'autonomie des parents. Ça peut être vrai, ça peut être moins vrai que ce qui est présenté. Et donc, ici, c'est un exemple de qu'est-ce qu'on fait avec ça. Une chose que je remarque et j'ai un nouveau client qui est un peu comme un, un exemple de quelqu'un qui a été très traumatisé et je vois que ce qui vient avec ceci est souvent un manque de perspective. Donc, le trauma fait vraiment que ressemble à une crise et c'est très difficile d'être en mesure d'aider le client à s'ajuster à ses attentes par rapport à ce que la Cour va considérer comme acceptable ou normal à travers tous les types de comportements parentaux et ce que la Cour désapprouverait. Et c'est exactement ce que vous mentionnez par rapport à, à la micro-gestion d'une façon qui ne pourrait ne pas aider le client et le client paraîtra comme s'ils étaient le parti contrôlant. Donc ici, c'est un vrai défi quand on veut aider les survivants. Et pour être honnête, les délinquants peuvent être le client. Ils peuvent montrer une façade très charismatique. Donc, même si vous pouvez quand même être dans une situation où votre obligation en tant que professionnel vous demande de chercher à leur meilleur intérêt. Et même si vous voulez faire un- des choix sages, de manière non professionnelle, vous pouvez penser que c'est peut-être pas le meilleur résultat, mais en termes d'avocat, vous avez un devoir. Donc, est-ce qu'il y aurait des pensées ou des points sur ce sujet? En fait, je dirais que moi, ma limite, c'est que je dis que le juge qui va entendre votre cas a sûrement entendu plusieurs autres cas ce matin. Donc, si nous ne sommes pas dans le monde de la protection de l'enfance, beaucoup de cas qui sont de protection à l'enfance ne sont pas des protections à l'enfance qui sont assis à la table avec nous. Donc, c'est ça que j'utilise comme barème. Et quand j'explique c'est quoi un cas de protection à l'enfance, s'ils sont d'accord avec moi que ce n'est pas dans euh, cet écart,
Donc, le, sans critiquer l'inquiétude, en fait, l'inquiétude dans ce cas pourrait être que la mère ne travaille pas, donc elle est disponible pour s'occuper de l'enfant. Si l'enfant est malade, elle voudrait être en mesure de prendre soin de l'enfant. D'un autre côté, le juge pourrait dire que le père est responsable de l'enfant. Donc, ça aide énormément l'enfant à assister l'enfant. Donc, je suis en accord avec vous que c'est quand même assez difficile et compliquant. Mais je dois dire que j'ai eu mon pire cas durant la COVID et je n'avais vraiment vu ça utilisé de cette façon, mais le père le voulait en termes de négociation. Il y avait la violence familiale et on était en accord parce que ça avait du sens à ce moment-là. Et quand la mère allait déposer l'enfant à la maternelle, il allait prendre l'enfant et l'enfant dormait pendant que maman sort de son quart de travail et quand elle venait pour prendre l'enfant, l'enfant n'était plus là, elle était à la maison, elle dormait dans le lit. Et la mère ne voulait pas réveiller l'enfant, donc elle arrivait, elle ne pouvait pas réveiller l'enfant, donc elle passait des journées sans voir l'enfant. Et on allait en cours par la suite. Le père n'était pas en accord de soulever cet accord. Et des fois, il y a des façons, il pourrait être utilisé parce que maintenant, on a une nouvelle façon d'utiliser ces choses-là dans à la cour familiale. Et je pense que je vais pas laisser mon client être en accord avec accepter ces points à cause de cette expérience-là. Et je suis en accord avec ça parce que des fois, ils sont très charmants quand ils arrivent à la cour et sont en mesure euh, de gérer les inquiétudes que la victime est en train de partager. Et, et ça fonctionne des deux côtés, en fait, que ce soit l'attaquant ou la victime. Donc, je pense que c'est une inquiétude en ce qui concerne de comprendre ce qui se passe vraiment sur le terrain. Mais oui, merci. Oui, c'est totalement vrai. Et là, on a une autre question. Où est-ce qu'on peut trouver ces médiateurs obligatoires? Est-ce que les provinces vont les fournir comme les autres agents ou ça serait des juges de 5 000 $? Donc, je pense que c'est une réponse qui serait basée sur euh, dépendant des problèmes. Ça sera de problème à un autre. Et est-ce qu'on a des médiateurs, euh, on n'a pas de médiateur obligatoire et Nova Scotia non plus ne l'a pas. Donc ça dépend des provinces. Parce que moi, avant que je devienne avocat, il y avait des médiateurs qui étaient assignés et et ça avait terminé dès que j'ai commencé à devenir avocate, en fait. Mais c'était définitivement une très bonne utilisation des ressources de la province euh, pour être en mesure d'avoir cette assistance légale pour aider les gens un peu moins démunis. Et c'est quand même assez limité en termes de quel enjeu sera représenté. Mais ça peut être utile pour les- la cour familiale, pour une médiation. Mais non, nous n'avons pas cette obligation ici. Et là, en Colombie-Britannique et aussi en Saskatchewan, et selon ma compréhension, c'est financé par le gouvernement, mais je dirais que moi, je supporte entièrement et je suis formé en termes de médiatrice. Et j'ai des formations à chaque 2 ans juste pour être sûr que je comprends exactement ce qui se passe dans le monde de la médiation parce que ça se développe quand même assez vite comparativement à ce que c'était auparavant. Et j'ai bien entendu encore les inquiétudes en termes de point de vue neutre. Et, et je ne suis pas convaincu que la personne neutre peut assurer qu'il y aura un résultat équitable. Et quand il y a des sessions de formation pour les médiateurs, c'est que très souvent, ils cherchent des femmes pour qu'ils puissent laisser abandonner leurs droits aux pensions et d'avoir des arrangements de partage avec leurs partenaires. Donc, je pense que ça, ce n'est pas approprié et il facilite
conversation et les résultats. Et si nous allons plus en détail, et c'est pourquoi je préfère le monde judiciaire des conférences. Et ce n'est pas trop cher, c'est à peu près 66 $ pour l'application si vous n'êtes pas en train de divorcer. Et c'est pas mal le seul frais que vous allez payer. Donc, si vous voulez vous représenter vous-même, vous aurez accès à un juge et un processus d'accord à 66 $. Donc, c'est très efficace en termes de prix. Et moi, j'apprécie extrêmement le processus. Et à Nova Scotia, c'est une conférence de mise en accord. Et je trouve que c'est très favorable pour les résolutions de conflits. Et c'est très favorable pour les enfants. Et oui, c'est très intéressant parce que ici, nous les avons seulement si les parties ont des conseils. Donc, si la date du procès est décidée, ils ont 2 jours pour faire cela. Mais si une personne est représentée, vous n'avez pas besoin de le faire. Donc, plus récemment, ils ont commencé à quand l'équivalent d'un client, en fait, d'avoir des cas judiciaires qui sont plus ou moins, ils essaient en fait de mettre ça ensemble de cette façon sans vraiment changer les règles. Donc oui, je pencherais à être en accord avec ce qui a été mentionné. Et pour le site Ferguson, si vous voulez le regarder, il y a quelque chose qu'on a produit avec Dr. Carlo Reagan, qui a écrit, qui est basé sur les meilleures pratiques pour la médiation, puis les inquiétudes concernant la médiation pour la cour familiale. Et une chose qui avait été suggérée, que si on ne cherche pas à gérer le passé, en regardant vers le futur, et si vous n'avez pas les deux personnes dans la même salle, alors ça peut être une manière de faire les choses. Et comme ça protège l'intérêt du survivant, mais je pense qu'on aura toujours ces petites complications autour de la médiation en ce qui concerne la cour familiale. Donc oui, c'est quand même assez important en termes de processus pour les autres 80 à 90% qui n'expérimentent pas la violence familiale. Donc, oui, en fait, juste pour commenter sur ce qui avait été mentionné, la médiation n'est pas suggérée quand il y a la violence familiale. Ça vient aussi du, de l'auteur de l'infraction. Et je pense que ça, c'est quand même assez bon. C'est un très bon point qu'elle est en train de faire parce que le fait que la médiation est décortiquée de cette façon, on ne sait pas exactement pourquoi. Donc, je peux définitivement imaginer comment l'auteur de l'infraction comment ça pourrait fonctionner de cette façon-là. Elena, est-ce que tu voulais partager? Oui, je suis vraiment content de pouvoir écouter cette discussion-là. En fait, c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup. Je suis vraiment être là. Très, très complexe. Oui, retour à la discussion. Merci beaucoup. Ben oui, on a une autre question, en fait. Suggérer à l'autre partie, avant qu'il accepte la proposition, de prendre un peu de temps pour consulter avec leur conseil privé et qu'ils puissent recevoir des conseils légaux qui seraient en leur faveur. Ça, c'est très intéressant. Quelles sont vos pensées à ce sujet? Oui, en fait, je suis en accord avec ça, parce que je pense que l'enjeu, la difficulté, c'est que les gens qui expérimentent la violence familiale, participent énormément à la médiation, n'ont pas vraiment d'avocat qui peuvent juste appeler n'importe quand. Mais il n'y a pas vraiment un problème avec un médiateur qui sera en mesure de faire cela de manière informelle pour avoir un mise à mot informel et par la suite être en mesure de rencontrer un avocat, ce qui devrait être fait de toute façon. Mais des fois, je vois des médiateurs qui, il y a Donc, tant que les règles d'engagement sont très claires, je pense qu'on sera en mesure de protéger les différentes parties à travers tous les processus de médiation et que s'assurer que tous les droits sont bien respectés. Donc, je pense que les conseils légaux, j'attends très souvent que ça arrive.
Et je pense que ça, c'est une très bonne façon d'avancer de l'avant. Donc, on a une autre question. En lieu du prince-Édouard, tous les places en cours sont... Il y a une opportunité de s'asseoir autour de la table avec le juge et de discuter du sujet et de voir ce qui peut en sortir. Et très souvent, les juges ont des formations sur la médiation. Donc oui, c'est incroyable en fait. Ça a l'air très positif qui se passe les Prince-Édouard en fait. Donc oui, c'est bien d'entendre parler de cela. Donc ici, on a des conférences avant les procès, mais c'est vraiment plus pour voir combien de euh, témoins vont se présenter et voir quelles sont les possibilités d'avoir une médiation sur le long terme. Donc oui, c'est très bon à savoir. Merci beaucoup. D'accord. Donc je pense qu'on est pas mal. Le temps s'écoule énormément. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a une dernière question. On peut attendre encore un peu de temps, mais c'était vrai, ça a vraiment aidé énormément. Donc merci beaucoup. Et de pouvoir s'engager avec ces différentes questions et ces sujets, je pense que nous, en tant qu'avocats, nous voulons énormément aider les gens à avoir de meilleurs résultats, mais ça peut être très difficile de faire cela en termes d'obligations professionnelles et les mœurs et d'avoir l'intérêt de l'enfant en tête. Mais oui. Et oui, je pourrais dire que pour conclure, tant que vous êtes transparent avec votre client de quelle est votre responsabilité, quels sont vos devoirs, quel est votre rôle en termes d'avocat, je pense que très souvent, en termes de professionnel, vous serez correct si vous faites cela. Mais quand vous ne partagez pas ces différents devoirs, ces différents chapeaux, c'est là que vous allez peut-être avoir des difficultés en termes de professionnel, en tant que professionnel. Donc, oui, et aussi même de s'assurer que les clients soient prêts. Donc, avoir les choses écrites pourrait aider énormément. Mais oui, c'est une très bonne pratique. Oui, très bonne pratique. D'accord, donc merci beaucoup. Nous allons maintenant clôturer et nous allons retourner à l'écran de partage. Merci d'être venu. Et ça, c'est Carl Reagan, euh, ce sont les courriels ici. Si vous voulez communiquer avec eux à travers ce webinaire ou à travers ce projet. Il y a aussi beaucoup de personnes qui ont demandé s'ils pouvaient recevoir les diapositives et je pense qu'on a été en accord que ça pourrait être partagé à tous les participants. Donc, si vous voulez, assurez-vous que vous avez tous ces points, les diapositives, et nous allons essayer de le partager avec les participants aujourd'hui. Et oui, je voulais aussi te remercier de nous avoir invités. Je sais que Lana et moi, nous avons aimé énormément d'avoir été en mesure de se préparer, de pouvoir partager sur ce sujet. Donc, merci. Merci, Charlene. Merci, Alana. Merci beaucoup.